Cette histoire m'est arrivée en 2014 alors que je me rendais chez mes arrière-grands-parents à Goose Creek, en Caroline du Sud. Nous étions partis en fin de matinée vers 11h pour essayer d'y arriver avant le dîner. La seule raison pour laquelle nous y sommes allés était pour des vacances en croisière que mon arrière-grand-mère avait payées. Ça allait être moi, ma mère, mon père, ma tante, mon autre tante, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère ainsi que quelques autres amis de mon arrière-grand-mère. Dans la voiture, ma mère et moi avions la plupart de nos bagages, puisque mon père devait nous rejoindre quelques jours plus tard à cause de son travail. Nous avons pris cette décision pour éviter les conflits familiaux habituels qui avaient séparé notre famille à l'époque. Ma mère venait juste de finir de préparer la voiture et elle m'a appelé du bas des escaliers pour que je monte dans la voiture avec mon sac de jeux pour la route. Je suis arrivé en courant, impatient de partir en road trip et de revoir ma famille, car, à cette époque, il n'avait pas causé bon nombre des problèmes qui nous séparaient aujourd'hui. Nous avons commencé notre route sur des routes secondaires pittoresques avant de nous diriger vers le centre-ville et ensuite sauter sur l'autoroute. Dans cette histoire, je n'ai que 7 ans, donc je suis toujours parfaitement naïf et ignorant de beaucoup de choses du monde. Je suis également flou sur les détails des personnes impliquées, donc les descriptions des vêtements et autres peuvent être faussées. À l'époque, je me concentrais principalement sur Minecraft et sur ma collection de Benny Boos plutôt que sur les dangers de la réalité et des personnes étranges. Après environ 2 heures de route, j'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'avais bu environ 2 bouteilles d'eau et ma vessie se plaignait. Comme nous étions encore à proximité d'une zone urbaine animée de la ville, il y avait de nombreuses stations-service où nous pourrions nous arrêter. Ma mère m'a demandé si j'avais faim aussi, ce à quoi j'ai répondu oui avec enthousiasme car cela signifiait que nous mangerions de la restauration rapide, ce qui n'arrivait pas souvent. Nous avons donc pris une sortie et nous nous sommes arrêtés peu de temps après dans une station-service. Je sautais de mon siège avec enthousiasme, prêt à prendre mes chips, mes bonbons préférés et une boisson sucrée que je savais que ma mère regretterait plus tard de m'avoir laissé boire. Nous sommes sortis de la voiture, ma mère a attrapé son sac à main et nous nous sommes dirigés vers les toilettes. Ma mère a attendu patiemment dehors que j'aille aux toilettes et après quelques minutes, j'en suis sorti et nous nous sommes promenés en attrapant ci et là des collations et des boissons. J'ai pris des chips parfum cornichon Annette, des bonbons Rollo, des Cheetos, des bâtonnets de saucisses, du bœuf séché et un Sprite et de l'eau provenant des rayons froids. Ma mère aussi avait une poignée de choses et ensuite nous sommes allés au comptoir et avons fait la queue. En attendant de payer, je comptais les voitures sur le parking et combien de chaque marque il y en avait parce qu'à cette époque j'étais super obsédé par les voitures. Ma mère m'a tiré un peu le bras à mesure que la file remontait, alors je l'ai suivi, collé à elle comme l'enfant de 7 ans que j'étais. Nous nous sommes approchés du comptoir, avons salué le caissier, payé nos affaires et nous sommes repartis avec 2 sacs de collations et de boissons. J'étais étourdi avec un grand sourire sur mon visage tout le temps, sachant que je serais prêt pour le reste du voyage avec mes gourmandises si rares. Un homme noir vêtu d'un sweat à capuche Nike rouge, d'un pantalon de survêtement noir, des chaussures noires et des lunettes de soleil est entré dans la station-service. Je l'ai particulièrement remarqué car il portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Il se dirigea nonchalamment vers le comptoir avec un sourire chaleureux sur le visage et posa ses bras sur celui-ci. Ma mère l'a également remarqué et lui a fait le petit sourire que l'on donne aux étrangers quand vous ne voulez pas démarrer une conversation. Il ne le remarqua pas et regarda le caissier. C'est à ce moment-là que les choses ont mal tourné très vite. L'homme a frappé le comptoir de manière ludique et a dit d'un ton amical « Donnez-moi tout votre argent ». Le caissier le regarda confus car l'homme agissait comme s'il connaissait le caissier. Le type a laissé quelques secondes au caissier avant de devenir sérieux, en claquant sa main sur le comptoir, sortant une arme à feu et exigeant de nouveau l'argent. Cette fois, il était sérieux, et sa demande n'était pas une plaisanterie. Ma mère a commencé à me traîner hors du magasin, tandis que je regardais avec confusion et presque impressionné ce qui se passait sous mes yeux. Elle m'a jeté dans la voiture, pas littéralement, mais tu sais où je veux en venir, et vite sorti du parking à toute vitesse. La dernière chose que j'ai vue de la station-service, c'est l'homme qui plaçait son arme à l'arrière de la tête du caissier et lui criant quelque chose d'inaudible. Cela fait maintenant 7 ans depuis cet incident, et les stations-service me donnent toujours une nervosité angoissante. La dernière fois que j'en ai entendu parler, la station-service avait été démolie et un nouveau bâtiment érigé à sa place. Je sais, ce n'est pas la fin dramatique et chaotique que certains d'entre vous auraient pu espérer, mais c'était quand même une expérience effrayante et traumatisante pour moi, alors j'ai pensé que je pourrais la partager et voir si quelqu'un d'autre a vécu la même chose ou en sait plus sur l'incident. Je suis une jeune femme de 23 ans originaire du Royaume-Uni. Quand j'avais 18 ans, j'habitais tout près d'un café Starbucks à environ 15 minutes à pied. À cette époque, j'avais de très gros problèmes d'anxiété dus à un traumatisme et une partie de ma thérapie consistait à sortir me promener seul lorsqu'il faisait un peu sombre dehors. Je ne me mettais pas dans des situations dangereuses ni ne faisais quoi que ce soit de stupide, mais je devais surmonter ma peur irrationnelle d'être seul dehors la nuit.
Il est important de noter que cette histoire se déroule vers 21h à la fin de l'été. Je ne me souviens pas vraiment si c'était en juillet ou en août, mais c'était à peu près à cette heure-là. Je crois qu'à ce moment, la nuit ne tombe qu'entre 22h30 et 23h. Quoi qu'il en soit, le Starbucks a fermé à 20h, et juste derrière, là où se trouvait le parking, il y avait un petit hôtel et une station-service à côté. Il y avait aussi une station-service de l'autre côté de la rue qui rivalisait en quelque sorte avec l'autre. C'est pertinent pour l'histoire. Je ne nommerai pas l'hôtel ou les stations-service pour des raisons de confidentialité, au cas où quelqu'un voudrait enquêter et découvrir où cela s'est passé. J'étais en train de me promener et j'allais me mettre au défi de rester dehors au moins jusqu'à 21h30. Ensuite, je rentrerai chez moi à pied. Je n'ai pas beaucoup de données mobiles sur mon téléphone, mais le Starbucks propose une connexion Wi-Fi gratuite, même une fois fermée. Je me suis donc retrouvé dans l'un des coins salons à l'extérieur pour pouvoir parcourir les réseaux sociaux sur mon téléphone, et cela m'a apaisé, car j'avais peur d'être dehors la nuit, toute seule. Je suis resté assise là pendant un moment, m'occupant simplement de mes propres affaires. Le parking était désormais désert. La station-service était à proximité et il y avait évidemment des voitures qui entraient et sortaient, mais les clients là-bas ne pouvaient pas me voir à cause de la disposition de tout ce qui m'entourait. J'étais au téléphone quand soudain j'ai entendu un grand cri venant de l'hôtel. J'ai levé les yeux et c'était comme si mon cerveau ne pouvait pas comprendre ce qui se passait parce que je me suis assise là, figée, alors que je regardais deux hommes plus âgés accrochés à leur fenêtre en train de me crier dessus. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qui se passait et j'étais horrifié. Ils me criaient dessus essayant d'attirer mon attention, disant des choses comme « Hé, pourquoi tu ne viens pas ici, bébé ?» Comme je l'ai dit, j'ai de gros problèmes d'anxiété à l'idée de sortir la nuit, surtout toute seule. Et j'essayais vraiment de résoudre ces problèmes. J'avais tellement peur que j'ai immédiatement attrapé mon sac à dos et je me suis levé, sans même remettre en place la chaise où j'étais assise sous la table, et j'ai commencé à marcher à toute allure vers la sortie du parking en direction de la station-service. L'un des hommes a disparu, et l'autre m'a crié dessus « Tu dois monter dans notre chambre !» Après avoir entendu cela, mon cœur battait à tout rompre. J'ai immédiatement appelé un membre de ma famille et j'étais presque en train de pleurer de peur. Je n'avais que 18 ans. Oui, j'étais considéré comme une adulte dans mon pays, mais je me sentais encore comme une adolescente stupide. En tant que femme accostée par ces hommes qui m'insultaient et exigeaient que je monte dans leur chambre. Je savais qu'ils avaient de très mauvaises intentions. Je ne suis pas entré dans la station-service parce que je ne me sentais pas en sécurité et j'ai décidé de traverser la rue de l'autre côté, puis d'aller à l'autre station-service. C'était parce que ma mère travaillait là-bas et je me sentais beaucoup plus en sécurité en allant chez elle où je savais qu'elle et ses collègues pouvaient me protéger. Le proche avec qui j'étais au téléphone m'a dit d'appeler la police, mais j'avais trop peur pour raccrocher et je l'ai supplié de rester en ligne avec moi. Elle a accepté et a essayé de me calmer en me disant de traverser la rue. Lorsque je traversais, j'ai regardé derrière moi et les hommes me suivaient maintenant. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Ils semblaient avoir la vingtaine ou le début de la trentaine et personnellement je paraissais mon âge, sinon plus jeune. J'ai commencé à courir sans même me soucier d'être heurté par une voiture parce que je savais que je devais m'éloigner d'eux. Je n'osais pas regarder derrière moi au cas où ils me courraient après. J'ai sprinté jusqu'à la station-service et j'ai immédiatement couru vers la caisse et j'ai ensuite dit à ma mère ce qui se passait. L'une des personnes qui travaillait avec elle ce soir-là était un homme qui s'appelait Jason. Jason était vraiment robuste et grand, bâti comme un tank, comme on dit familièrement dans mon pays. Ma mère m'a fait entrer dans la salle de bain et m'a dit de rester là et de verrouiller la porte. Jason a tout entendu et il a couru vers la porte puis vers le parvis pour trouver les hommes. Je pleurais de soulagement maintenant, parce que je me sentais enfin en sécurité. Ma mère et une dame avec qui elle travaillait avaient essayé de me réconforter. Jason est revenu après quelques minutes, disant que les hommes s'étaient enfuis en le voyant arriver. Je ne sais vraiment pas ce que ces hommes avaient l'intention de faire, car me suivre dans un endroit où les gens nous verraient était vraiment stupide de leur part. Mais je sais qu'ils avaient de très mauvaises intentions. Jason nous a raccompagnés, ma mère et moi, à la maison, et nous n'avons plus jamais revu ces hommes. J'ai supposé qu'ils avaient dû rentrer à l'hôtel. Après cette expérience,
Je ne voulais pas que mon effort finisse sur un échec. Alors, la semaine suivante, j'ai marché jusqu'au Starbucks à 21h et je me suis arrêté devant l'hôtel. Je savais que ces hommes étaient passés à autre chose depuis, mais j'avais besoin de le faire pour me prouver que je m'en sortirais. Aujourd'hui, j'ai réglé mes problèmes d'anxiété et je suis contente que ce jour-là n'ait pas ralenti ma thérapie. C'était vraiment terrifiant à l'époque et j'y pense encore parfois. Je sais juste qu'ils avaient prévu quelque chose d'horrible pour moi. Je me demande combien de temps ils m'ont regardé assise avec mon téléphone. Je suis désormais toujours consciente de mon environnement et je ne suis jamais tellement immergé dans quoi que ce soit qui me ferait perdre de vue ce qui m'entoure. Pour autant que je sache, ils auraient pu me surveiller tout le temps. Ils auraient pu se faufiler vers moi, m'attraper et me faire Dieu sait quoi. J'ai vraiment eu de la chance qu'ils soient idiots et ne m'aient que crié dessus. S'il vous plaît, restez en sécurité, ne faites pas la même erreur que moi. Soyez toujours conscient de votre environnement et si vous vous trouvez dans une situation effrayante, ne paniquez pas. Allez dans un endroit sûr et appelez la police. On ne sait jamais où se cachent les prédateurs. Je travaille dans une station-service en Nouvelle-Zélande et malgré les inconvénients de gérer certains clients difficiles, j'ai toujours vraiment aimé mon travail. La station où j'ai commencé compte beaucoup de sans-abri ou d'individus en difficulté financière, même s'ils ont un logement. Un sans-abri en particulier est devenu mon harceleur. Quand j'ai commencé, mes collègues m'ont informé que cet homme venait et que nous lui donnions une tasse d'eau chaude gratuite à laquelle il ajouterait quelques sachets de sucre. Ils ont mentionné qu'il était un peu étrange, mais généralement inoffensif, à l'exception de sa tendance à jurer fréquemment. J'avais de la compassion pour lui, surtout pendant l'hiver. Quand je l'ai finalement rencontré, je lui ai donné sa tasse d'eau chaude. Cependant, cet homme ne se contentait pas de prendre son verre et de s'en aller. Il se mettait à divaguer en parlant de toutes sortes d'absurdités et je ne pouvais jamais comprendre de quoi il parlait. Il utilisait le mot « F » très fréquemment et parlait en charabia. Certains de mes collègues ont arrêté de le servir car il dérangeait les autres clients, mais un autre collègue et moi avons continué de le faire. Avec le recul, c'est probablement là que le problème a commencé car il a commencé à arriver lorsque je travaillais seul. Je travaillais de 14h à 23h et il apparaissait toujours le soir. Il ne venait jamais pendant mes jours de congé, qui variaient chaque semaine. Il a donc dû observer et noter mes horaires de travail en passant par là pendant la journée, ce que je remarquais souvent. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec sa présence et la façon dont il me regardait. Cependant, ayant grandi dans une famille chrétienne, j'étais réticent à le renvoyer. Mon grand-père m'a toujours dit « Les bonnes manières ne coûtent rien et ne tourne jamais le dos à la charité ». Alors j'ai commencé à le servir. Et ensuite, il a commencé à faire des commentaires sur mon apparence, puis mon corps. Et il a arrêté de me demander de l'eau. Il me voulait juste. Il entrait et venait directement vers moi, s'attardait ensuite dans le magasin pendant ce qui semblait être des heures. Le moment critique a été quand il m'a fait un clin d'œil et m'a dit que j'avais toujours un ami en lui. La façon dont il me l'a dit m'a donné des frissons. J'ai donc décidé de ne plus le laisser entrer. Au moment où je travaillais seul, je verrouillais les portes parce que je savais qu'il apparaîtrait. Le problème était que je savais qu'il me surveillait. Je pouvais le sentir. Et dès que le dernier client quittait le parvis, il s'approchait des portes. Je l'ai surpris en train de me regarder plusieurs fois par jour depuis les ruelles et les buissons. Nous l'avons fait rentrer, en espérant que cela résoudrait le problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il me surveillait toujours, essayant d'entrer, et me criait dessus à travers les portes quand je refusais de le laisser entrer. J'ai appelé la police à chaque fois qu'il se présentait, mais il réussissait à s'échapper à chaque fois. Cela a duré des mois. J'avais peur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au travail, et je faisais même des cauchemars à la maison. Il y a eu d'innombrables incidents de harcèlement. Le pire s'est produit lorsque j'étais en service faisant le plein des voitures et nettoyant les pompes. Nous avons des haut-parleurs dans toutes les pompes qui sont connectés à un interphone à l'intérieur, nous permettant de communiquer avec les clients sans avoir à courir dehors. C'est un grand site avec 12 pompes. Alors que j'étais dehors, j'ai entendu ma collègue m'appeler à l'intérieur à travers les haut-parleurs, sa voix remplie de panique. Comme il faisait jour, ma première pensée a été qu'un client causait des problèmes. Je suis rapidement entré et j'ai immédiatement entendu les portes se verrouiller derrière moi. « Regarde là-bas, près des buissons », dit-elle avec de grands yeux. Je me suis retourné pour regarder et il était là, regardant à l'intérieur. La partie la plus effrayante, il avait un pied en avant, comme s'il était prêt à courir et à attaquer dès que les portes seraient ouvertes. Mon cœur se serra et j'appelai la police qui arriva incroyablement rapidement. Ils étaient déjà là lorsque je raccrochais. L'officier m'a informé qu'il allait être accusé de harcèlement criminel et qu'une ordonnance restrictive avait été émise. Cependant, il devait légalement émettre un avertissement avant de pouvoir l'arrêter, et il a été libéré le soir même.
Mais cet incident était la goutte de trop. Je n'en pouvais plus. J'étais constamment terrifié. La question n'était pas de savoir s'il reviendrait, mais quand. Le lendemain, j'ai remis mon préavis de 2 semaines. La direction ne voulait pas me perdre et m'a proposé une mutation vers un site éloigné où il ne me trouverait jamais. C'est ce que nous pensions. J'ai accepté le transfert et le nouveau site était génial. Tout le personnel a reçu pour instruction de ne divulguer ma nouvelle position à personne, y compris aux clients habituels. On leur a dit de dire que je ne travaillais plus pour l'entreprise. Pendant environ 3 mois, tout était paisible. Il n'y avait aucun signe de mon harceleur et je me sentais en sécurité. Je n'avais plus besoin de regarder constamment par-dessus mon épaule. Cependant, le soulagement n'a pas duré longtemps. Il y a à peine un mois, l'agent chargé de mon dossier m'a informé que je devais comparaître devant le tribunal. J'étais terrifié à l'idée de le revoir, mais je me suis convaincu que c'était pour le mieux. Je venais juste d'accepter le fait que je pouvais le faire et je m'assurerais ainsi qu'il soit tenu responsable. Mais ensuite, le pire est arrivé. Il m'a trouvé sur le nouveau site. Je ne sais comment il a fait. Je suppose qu'il a demandé à un nouvel employé de mon ancien site, quelqu'un qui n'était pas au courant de lui, du harcèlement et de l'ordonnance d'éloignement, et qui le lui a dit. Il a dû prendre un bus ou faire une marche remarquablement longue. Il s'approchait rapidement des portes lorsque je l'ai repéré et je me suis enfui en panique. J'ai failli renverser mon patron qui a vu la peur sur mon visage et qui m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit, mais mon manager nous a verrouillés dans son bureau et nous a apporté un soutien incroyable. Elle a appelé la police et s'est occupée de tout. J'étais tremblant et sous le choc. Nous croyions tous que j'étais en sécurité, comme l'avait assuré le policier en charge, qu'il ne me trouverait jamais là-bas. Pendant que nous étions au téléphone avec la police, nous l'avons vu faire le tour au moins 3 fois avant l'arrivée de la police, qui l'a appréhendé et placé en état d'arrestation. Dieu merci. Inutile de dire que je n'ai pas pu dormir pendant les jours suivants en attendant la date de l'audience. La peur qu'il soit libéré était immense. 2 jours avant l'audience, j'ai prié pour qu'il soit enfermé à jamais et que je sois en sécurité désormais. Je me demandais ce que j'allais faire s'il me retrouvait. Cela semble dramatique dit comme ça, mais ceux qui se sont déjà fait harceler doivent comprendre ce que je ressentais. J'ai même ajouté quelque chose à ma prière. S'il sort, je mets fin à mes jours. Je sentais que j'étais vraiment désespéré. Heureusement, mes prières ont été exaucées le lendemain, lorsque l'agent chargé de mon cas m'a appelé. « J'ai de bonnes nouvelles !» Il a changé son plaidoyer et a plaidé coupable. J'étais au travail et je sautais sur place devant les clients. C'est le moment le plus serein que j'ai ressenti depuis près d'1 an, ce qui a été l'année la plus longue de ma vie. Mais pour l'instant, c'est fini. Enfin, pour le moment. Je dois encore attendre que soit déterminée la durée de sa peine. Mais pour l'instant, je peux enfin me détendre, sachant que ce monstre n'est plus dans la rue et, plus important encore, incapable de m'approcher. Au fond, je sais que ce n'est pas vraiment fini. Mon instinct me dit que lorsqu'il sera libéré, il reviendra. Cet homme est obsédé et malade mental. La seule chose qui me fait continuer, c'est le dicton. N'emprunte pas d'ennui avant qu'il n'apparaisse à votre porte. Mais c'est là le problème. Je sais qu'il reviendra à ma porte dès qu'il le pourra. Hier soir, mon petit ami et moi rentrions chez nous en voiture depuis les studios Universal à Orlando. Nous avons été déroutés vers une route où nous n'étions jamais allés auparavant. Le compteur de vitesse de mon copain est cassé sur sa voiture et il doit appuyer sur le bouton pour réinitialiser le kilométrage après avoir fait le plein d'essence. Vous allez voir, cela sera important dans l'histoire. Nous roulions sur une route déserte au milieu de nulle part sans une seule voiture en vue. Mon petit ami a réalisé que nous avions atteint la barre des 130 miles sur son compteur. Nous avions besoin d'essence, mais il n'y avait littéralement aucune station-service en vue. Nous avons donc cherché des stations-service et nous en avons trouvé une. Il s'est avéré qu'elle était fermée. Étant dans l'urgence, nous en avons enfin trouvé une autre à environ 5 minutes de route. C'est là que l'histoire devient bizarre. Mon copain pensait avoir fermé son bouchon d'essence et on se trouvait à nouveau sur cette route déserte. Nous avons entendu une forte détonation et il a réalisé qu'il avait oublié de remettre le bouchon d'essence. Alors nous nous sommes arrêtés sur cette route sombre à la recherche du bouchon. Finalement, il arrête ses recherches, se rendant compte que le bouchon d'essence est toujours en place. Sorti de nulle part, une horrible pensée me vint à propos de quelque chose qui n'allait pas dans cette station-service. J'ai mis cette idée de côté parce que je savais que nous avions besoin d'essence et que la location de voiture n'était pas une option dans le coin où nous étions. Cette route mène littéralement à une impasse vers une station-service. La seule façon de quitter cette zone était de tourner à gauche ou de sortir tout droit de la station-service. Mon petit ami est sorti de la voiture pour voir si nous pouvions faire le plein d'essence et la sensation s'est intensifiée.
Je n'ai littéralement jamais ressenti ça de ma vie. J'avais déjà vécu des situations très troublantes, comme avoir failli être kidnappé à 2 reprises, avoir vu quelqu'un être emmené dans un sac mortuaire après avoir été heurté par une voiture, et même avoir vécu une situation paranormale. J'ai vu une voiture blanche s'arrêter sur la route pour tourner à gauche. Gardez à l'esprit qu'il n'y a littéralement personne sur cette route. Il s'arrête et remarque mon petit ami et recule avec les fenêtres baissées. J'ai trouvé cela très étrange car mon copain a une très belle voiture de sport et mon esprit est passé tout de suite en mode panique. J'ai commencé à crier son nom et l'homme s'est rendu compte que quelqu'un d'autre était dans la voiture. Il a tourné à gauche et est parti à toute vitesse. Malheureusement, je n'ai pas pu relever sa plaque d'immatriculation à cause de l'obscurité. Cela ne semble peut-être pas trop effrayant, mais c'était facilement l'une des choses les plus terrifiantes à regarder. Parce que je ne savais pas si j'allais voir mon copain se faire voler sous la menace d'une arme ou quelque chose du genre. Le sentiment d'inquiétude que j'avais eu 10 minutes plus tôt était exacerbé. Nous avons trouvé enfin une station-service avec de la vie humaine et nous sommes rentrés chez nous sains et saufs. Une fois rentré à la maison, mon père m'a dit que la route que nous avions empruntée était réputée pour les nombreux corps qui avaient été retrouvés. Je prie pour que personne d'autre ne se retrouve jamais dans une situation similaire. Et à l'homme qui a failli faire du mal à mon petit ami, j'espère ne jamais te recroiser. Cela m'est arrivé quand j'avais 19 ans. Pour situer le contexte, je suis un homme. Je travaillais de nuit dans une station-service ouverte 24 heures sur 24 et il était environ 1 heure du matin. J'étais assis à la caisse en train de m'occuper de mes affaires quand ce type est arrivé. Il s'est approché du comptoir et a demandé à parler à un gars qu'il connaissait. Gardez à l'esprit que je le connaissais également. Je sais que le gars qui s'est présenté au comptoir est un ancien camarade de classe avec qui j'ai obtenu mon diplôme. Et je lui ai dit que le gars qu'il cherchait n'était pas là. Il a dit que je mentais. Puis il a sorti une arme et l'a pointée sur moi. Il m'a sommé de lui dire où il se trouvait, menaçant d'ouvrir le feu. Je lui ai dit encore une fois qu'il n'était pas là. Puis il est venu derrière le comptoir et a pointé son arme jusqu'à ma tête en disant « Dis-moi où il est, ou tu meurs !» Gardez également à l'esprit que le gars avait un pistolet sur ma tempe, était quelqu'un de l'école que tout le monde détestait. J'étais pétrifié, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit pour la 3e fois qu'il n'était pas là et que je ne savais pas où il était. Mon cœur battait à une vitesse d'environ 1 million de kilomètres par seconde. Puis, heureusement, un flic est entré par surprise dans la station-service et a ensuite crié au gars de laisser tomber son arme et de s'éloigner les mains en l'air. Le gars a été arrêté. Après que cela se soit produit, j'ai immédiatement couru aux toilettes pour prendre la plus grande respiration de soulagement que j'ai probablement jamais eue de ma vie. Je sais que ce n'était pas le but de l'histoire, mais cette expérience m'a fait sentir un immense soulagement une fois que c'était fini. Après être sorti des toilettes, je suis allé au comptoir et j'ai remercié le policier pour son intervention. Mon patron, ayant vu à quel point j'étais effrayé, m'a permis de quitter mon poste pour la nuit pour ma sécurité. J'ai accepté et je suis rentré chez moi sain et sauf. J'ai quitté ce travail dès le lendemain. J'ai parlé au gars de l'école à propos de notre camarade de classe avec larmes et de ce qui s'était passé. Il était vraiment content que je ne lui ai pas dit où il était parce qu'apparemment ils avaient de très mauvaises relations. Inutile de préciser que je ne travaillerai plus jamais la nuit. L'un des moments les plus effrayants de toute ma vie s'est produit lorsque je travaillais chez 7-Eleven. Un type arrive en costume, titubant vers l'un des réfrigérateurs et récupère 1 tonne de bière froide Starbucks avant de toutes les jeter sur le comptoir devant moi. La puanteur de l'alcool qui émanait de lui était tout simplement écrasante et pendant que je m'occupais de lui, je lui ai demandé s'il avait passé une très bonne journée ou une très mauvaise journée. À ma grande surprise, il a éclaté de rire franchement et m'a dit que c'était un peu des deux. Il continue alors en expliquant qu'il venait de sortir du tribunal et qu'il avait été acquitté d'avoir tiré accidentellement sur l'un de ses compagnons de chasse lors des voyages qui a eu lieu il y a quelques années. J'étais tellement abasourdi que je ne savais vraiment quoi dire. J'ai juste opté pour la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est-à-dire « je suis désolé ». Il rit encore, secoue la tête et me demande « mais vous savez quelle est la chose la plus drôle ?» Je secoue la tête, prenant les $10 qu'il m'a donnés avant de récupérer sa monnaie à la caisse. Et quand il me le dit, je jure que j'ai failli laisser tomber son argent partout quand il parlait. Il me dit « Il n'y a pas eu d'accident !»
Et il se met à rire tout seul pendant qu'il empoche la monnaie et récupère toutes les bières froides du comptoir. J'étais tellement surpris que tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là à observer le gars sortir du magasin et se diriger vers sa voiture garée. Puis mon esprit se met à penser « S'il te plaît, monte sur le siège passager, s'il te plaît, monte sur le siège passager !» Mais non. Il monte directement du côté du conducteur, démarre le moteur et s'éloigne. Je n'ai pas la mémoire photographique ou quelque chose du genre, mais je me suis rapidement répété le numéro de la plaque d'immatriculation dans ma tête, puis j'ai attrapé mon téléphone et je l'ai entré dans l'application de prise de notes. Ensuite, j'ai appelé la police pour leur signaler un conducteur en état d'ébriété, puis j'ai laissé le karma faire son travail. Je ne pouvais rien faire sur le fait qu'il ait pris la vie d'une personne et s'en sorte indemne. Mais je n'allais certainement pas rester les bras croisés et le laisser tuer quelqu'un d'autre du fait qu'il soit un idiot imprudent. Il y a quelques mois, j'étais sur la route. J'ai l'habitude de rouler sans but. Habituellement, quand je suis stressé, je conduis comme ça, ou je vais me poser au bord de l'eau pour me changer les idées. Ça me permet vraiment d'aller mieux mentalement. À environ mi-chemin, j'ai décidé de m'arrêter pour me garer devant l'entrée d'un chemin de marche assez connu. Je me suis dit qu'il était tard, et donc que personne ne viendrait m'importuner si je mettais ma musique, ou si je restais à me reposer dans ma voiture. Notez que pour arriver au chemin, il faut emprunter une route étroite et cahoteuse, et la vitesse est limitée à 20 km/h. Cependant, il y a tellement de nids de poules qu'il faut rouler doucement pour éviter d'endommager son véhicule. Après avoir navigué sur la route étroite pleine de nids de poules comme un pilote expert, je suis arrivé au parking en un seul morceau, mais contrairement à ce que je m'attendais, il y avait 5 ou 6 voitures espacées le long du bord du parking et une plus proche de son centre. Cela, en soi, n'était pas trop inhabituel. Cependant, il était presque 2 heures du matin à ce moment-là, alors j'étais un peu mal à l'aise. Mais cela ne m'a pas vraiment dérangé. Après avoir trouvé une place près du milieu, j'ai remarqué qu'aucune des voitures n'avait de feux allumés, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'était étrange, car je suis assez sûr que les gens ne sortent généralement pas en groupe à 2 heures du matin pour aller marcher, et si quelqu'un était assis à l'intérieur, on verrait les lumières de la console centrale ou quelque chose d'autre s'allumer, du moins un peu. Après tout, qui veut s'asseoir dans l'obscurité totale ? N'y pensant pas beaucoup plus, j'ai monté le volume de ma musique et je me suis allongé en regardant le ciel. Rien ne s'est passé jusqu'à 20 minutes plus tard. Les moteurs des voitures ont grondé tous un par un, comme s'ils s'étaient mis d'accord en même temps pour démarrer et allumer leurs phares pour percer l'obscurité. Chaque voiture, sauf celle près de l'entrée, est partie en trombe en se suivant à la chaîne. À ce stade, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Cela n'avait tout simplement pas de sens. Après avoir vu la file de voitures partir, j'ai pensé que je devrais rentrer chez moi. Alors j'ai démarré ma voiture et ai commencé à reculer de ma place de stationnement. Au moment où j'ai allumé mon moteur, les feux de route de la dernière voiture se sont allumés, ce qui fait que je ne pouvais pas voir ce que je faisais et cela m'a agacé. J'ai fini par sortir un peu trop rapidement et suis allé sur la route. L'autre voiture a suivi et alors que je ralentissais pour éviter les nids de poules, l'autre voiture accélérait. Cela a continué jusqu'à ce qu'il soit directement derrière moi. Gardez à l'esprit que je ne pouvais toujours pas voir correctement car la voiture derrière avait ses feux de route allumés. Cela m'a effrayé, alors j'ai décidé d'accélérer de manière significative et comme prévu, la voiture derrière moi a fait de même. À ce moment, je descendais la route étroite à environ 60 km/h, serrant les dents à cause des bruits douteux provenant de ma pauvre voiture. Mais la voiture derrière moi continuait de me suivre de près. J'ai commencé à paniquer, enfonçant la pédale d'accélérateur dans le plancher et essayant de m'échapper, mais cela ne semblait pas l'arrêter. Nous n'étions plus sur la route étroite à ce stade, mais plutôt sur une route reliant à la principale. J'avais peur. Je devais trouver quelque chose rapidement, sinon je risquais de finir sur une brique de lait ou dans un avis de personnes disparues. Et c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Puis, j'ai vu qu'au loin, il y avait un virage brusque vers une zone qui surplombait l'eau. Imaginez un espace de parking où vous pouvez vous garer pour regarder le lac. C'était l'endroit parfait pour que je perde la voiture derrière moi. À mesure que je me rapprochais, je continuais à accélérer. Je roulais bien au-dessus de 80 km/h. Ensuite, une fois que j'ai eu quelques mètres de distance, j'ai freiné brusquement et tourné le volant aussi serré que possible, finissant presque dans les buissons. L'autre voiture m'a doublé et a continué sur la route. J'ai ressenti un tel soulagement.
Après que l'émotion soit redescendue, j'ai reculé et repris ma route jusqu'à l'intersection pour rentrer chez moi. J'étais arrivé sain et sauf chez moi. Je prenais le temps de redescendre de la montée d'adrénaline que je venais d'avoir. Enfin, le feu est passé au vert et j'ai pu avancer. Mais en le faisant, j'ai vu la voiture passer en face, descendre la rue près de l'eau et cela m'a donné des frissons dans le dos. Que se serait-il passé si j'étais resté là au lieu de faire une marche arrière? Que me voulaient ces gens? Je suis vraiment content de n'avoir jamais eu l'occasion de le découvrir. À l'époque, j'avais environ 16 ans, et en raison de ma situation de vie, au moins 2 fois par mois, je devais faire un trajet de 2 heures depuis une zone urbaine jusqu'à la maison de mes parents dans une zone rurale. Je dirais que 90 minutes de ce trajet était simplement une route de campagne avec rien d'autre que des champs de maïs ou autres cultures de chaque côté, avec de temps en temps une ferme ou quelque chose où l'on pourrait penser que des gens vont volontairement aller et venir. À cause de la fréquence à laquelle je faisais ce trajet, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, même si cela signifiait traverser une longue portion sans service sur mon téléphone ou sans cabine téléphonique. Rien ne s'était encore produit, donc sûrement que rien ne se passerait jamais, n'est-ce pas? Au milieu d'un de ces trajets de retour, alors que la nuit tombait lentement pendant que je conduisais, j'ai vu un appel de phare. C'était bizarre, peut-être juste un moment d'égarement. Puis un autre appel de phare. Bon, peut-être que la personne qui venait dans ma direction avait des feux de route déréglés ou quelque chose du genre. Encore un appel de phare. D'accord, quelque chose ne va pas. J'ai ralenti un peu pour ne pas être trop aveuglé et ainsi dévier de la route, essayant de comprendre ce qui m'attendait. Plus loin à l'horizon, j'ai cru voir une personne, ou en fait plusieurs. Ma vue était bonne à cette époque de ma vie. Alors je réalisais ce qui se passait en réunissant les éléments que je voyais et en me rapprochant suffisamment pour comprendre. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait 4 personnes sur cette route de campagne, alignées comme pour former un barrage routier et empêcher toute voiture de passer. Un autre point à noter est que je ne voyais aucune voiture autour d'elles à partir de laquelle ils auraient pu arriver là sur la route. Je ne me souviens pas non plus d'avoir vu des fermes ou des hangars à proximité. En raison de mon anxiété, cette rencontre a semblé durer 1 heure, mais il s'était probablement écoulé moins de 5 minutes. Avec le recul, je roulais peut-être à 16 km/h, me rapprochant et réalisant que sans aucun doute, je devais être face à face avec une ligne de 4 adultes portant d'énormes masques blancs lumineux regardant dans ma direction. 2 d'entre eux avaient certainement des battes ou d'autres longs objets contendants. Il y avait une personne qui tenait une lampe. C'était donc de là d'où provenaient les fameux appels de phare. Ayant vu suffisamment de films d'horreur et entendant suffisamment d'histoires sur des crimes sur des routes comme celle-ci, je pensais à ce moment-là que je n'avais que 2 options. Ralentir et espérer qu'ils se dispersent finalement autour de ma voiture en prenant le risque qu'ils pourraient bien me prendre au dépourvu dans ma petite voiture, ou accélérer le rythme et ne pas tenir compte du fait qu'ils auront la chance ou non de se déplacer hors de la route lorsque je pourrais éventuellement leur foncer dessus. J'ai choisi la deuxième option. Je n'avais aucun moyen de me protéger autrement qu'avec une batte dans le coffre de ma propre voiture, et à l'époque, j'étais un jeune adolescent qui pouvait facilement être renversé par une gifle violente en raison de ma stature. Et puis, ma voiture était dans un état assez merdique, alors n'importe qui, ayant un minimum de force, pouvait forcer une de mes portes. Maintenant, en entendant le bruit des graviers et de la saleté sauter sous mes pneus, j'étais plus effrayé par la possibilité de me sortir de la route en emportant avec moi des inconnus qui, d'ailleurs, portaient bel et bien des battes, tout cela pendant que j'accélérais vers eux. Je paniquais sérieusement, mais j'avais accepté que c'était la décision que j'avais prise par peur de la situation. J'ai encore accéléré et, heureusement, les 2 qui étaient directement sur mon chemin ont bondi hors du chemin juste à temps pour ne pas être touchés. J'ai arrêté d'accélérer pour reprendre mon souffle et je les ai vus dans mon rétroviseur, les 2 autres essayant étrangement de se précipiter vers ma voiture comme s'ils pouvaient me rattraper. À ce moment-là, il est devenu très réel pour moi qu'il y avait des gens qui essayaient délibérément de me prendre au dépourvu au milieu de nulle part. Probablement pas simplement des enfants essayant de se moquer de quelqu'un, mais de vrais adultes essayant de nuire à quelqu'un qui passait par là. Je me suis simplement concentré sur la conduite pour sortir de là le plus rapidement possible. Je me suis reconcentré sur la route, je n'ai pas remis la radio pour me distraire, et j'étais secoué par l'expérience en général. La partie la plus effrayante a été de rentrer chez moi et de réaliser que la partie sur laquelle je conduisais n'était pas du gravier,
mais des clous qui étaient enfoncés maintenant dans mes pneus. Je remercie tous les dieux possibles d'avoir eu par je ne sais quel moyen ces pneus si robustes. Je n'ai pas raconté toute l'histoire à mes parents, et ils ont simplement supposé que j'étais imprudent et que quelqu'un faisait une farce. J'ai raconté l'histoire à certains de mes amis, et ils m'ont dit que ce n'était probablement pas si sérieux que ça, et que ces adultes essayaient simplement de me faire peur, d'autant plus que le fait d'être dans ma voiture constituait un avantage considérable dans ces situations-là. Effectivement, je ne pouvais pas le nier. Mais tout de même, cette histoire me donne toujours des frissons. Et je m'en souviens à chaque fois que je conduis sur une route qui ressemble à celle de cette nuit-là. Je vis dans un comté qui était plutôt rural jusqu'à ces 10 dernières années. La plus grande ville de notre comté est désormais assez peuplée, voire surpeuplée, et je déteste ça. J'ai déménagé de là-bas pour la campagne. Maintenant, j'aime l'endroit où je vis. Sauf que cela peut être vraiment effrayant la nuit, car pendant des kilomètres et des kilomètres, il fait noir sans aucun lampadaire. Une particularité de ce comté est que les routes principales se bougent très rapidement, que ce soit à cause d'un accident ou autre, donc il vaut mieux emprunter les routes secondaires. Les routes secondaires, comme dans tout autre endroit rural, sont moins fréquentées, sombres et bordées d'arbres. Il y a quelques années, quelque chose s'est produit qui a failli me faire arrêter de les emprunter. Je rentrais chez moi assez tard un soir et j'avais décidé de prendre une route secondaire particulière qui me faisait gagner 10 minutes sur mon trajet. J'étais fatigué et je devais me lever tôt, alors je roulais vite pour rentrer chez moi rapidement. Cette route est un peu plus fréquentée que certaines, mais elle est très effrayante sur certaines portions à cause des arbres énormes qui bordent la route et dont les branches et les feuilles forment une sorte de tunnel. Alors que je fonçais et tournais dans un virage, j'ai vu ce que je pensais être un immense drapeau de jardin. Vous savez, les drapeaux que les gens mettent dans leur jardin au printemps. Eh bien, je pensais que c'était un drapeau étrange parce qu'il me semblait assez grand et haut, et il était au milieu de la route. En m'approchant, mes phares l'ont éclairé et ce n'était pas un drapeau, mais une personne, une femme. Elle portait un fez rouge. Je vis dans le Maryland rural, on ne voit pas tous les jours un fez. Une longue robe blanche fluide et une écharpe réfléchissante orange sur sa poitrine. Un peu étrange parce qu'elle était au milieu de la route. En la dépassant, les choses sont devenues encore plus étranges. Aussi sombre que c'était, je pouvais voir qu'elle avait environ 60 ans, elle portait des lunettes et j'ai même pu voir ses yeux bleus vifs. Elle a regardé par la fenêtre de mon côté et a commencé à faire quelque chose de bizarre en sautillant. J'ai pensé qu'elle allait essayer de monter dans ma voiture. Notez bien que je roulais assez vite. Je ne sais pas ce qu'il y avait chez elle, mais elle m'a vraiment effrayé. Je ne pensais pas qu'elle allait me voler, je pensais qu'elle était vraiment une faucheuse d'âme ou un skinwalker. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle était humaine. Je ne peux pas décrire précisément à quel point elle était effrayante. J'ai accéléré autant que possible en passant devant elle. Je jetais des coups d'œil à ma banquette arrière pour m'assurer qu'elle ne s'était pas téléportée dans ma voiture. J'ai prié, récité des versets bibliques et continué à surveiller mon rétroviseur. C'était le printemps, donc il faisait un peu chaud, mais j'étais frigorifié jusqu'aux os. J'arrive enfin chez moi et je raconte à ma mère l'histoire. Je suis rentré à un moment où mon frère racontait à ma mère qu'il avait vu une étrange dame sur la route en conduisant. C'était la même femme, mais il l'avait vue à l'intersection de l'autoroute et de la route secondaire, tandis que moi je l'avais vue plus bas sur la route. Nous avons tous deux eu la même réaction. Elle a aussi essayé de regarder dans sa voiture, elle sautillait également quand il l'a vue. Il a dit qu'il y avait une voiture devant lui qui a accéléré quand ils sont passés devant la dame. Mon frère était tellement effrayé qu'il ne prend plus cette route même pendant la journée. Finalement, j'ai découvert que la dame vivait dans les bois. Apparemment, sa famille vivait autrefois sur cette route. Son père était malade et elle a essayé de l'emmener à l'hôpital. Il est mort en chemin et elle a conduit avec son corps dans sa voiture pendant des heures. Je suppose qu'elle a des problèmes de santé mentale et je pense qu'elle a perdu sa maison ou a été expulsée. J'ai des amis qui vivent près de cette rue. Alors, quand je leur en ai parlé, ils savaient exactement de qui il s'agissait. Je continue d'emprunter cette route, mais je n'ai pas revu cette femme depuis. J'espère qu'elle va bien, mais je ne veux vraiment pas la revoir de nouveau.
quelles que soient leurs intentions, elles n'étaient pas bonnes et que nous ne devrions pas rester là une seconde de plus. Notre dîner en amoureux a évidemment été annulé cette nuit-là, mais nous n'en avons jamais parlé davantage. La Corée du Sud est réputée pour être très sûre, donc les chances qu'une chose comme celle-ci se produise étaient minces. Un mois plus tard, la tante de ma copine a vu un reportage sur 2 personnes disparues près de l'endroit où nous avions vu ces hommes. Les informations disaient que c'était parce que les 2 personnes étaient ivres et qu'elles s'étaient égarées, mais j'ai toujours douté de cela. Je ne suis toujours pas sûr de savoir si ce que nous avons rencontré était une sorte d'embuscade, de piège ou simplement... Quand j'avais environ 18 ans, je venais de terminer le lycée et je m'étais acheté une nouvelle voiture comme cadeau de remise des diplômes pour moi-même. C'était une voiture d'occasion avec beaucoup de kilométrage, mais elle était toujours en excellent état pour me conduire d'un point A à un point B. Je me souviens avoir tellement apprécié la voiture que je la conduisais souvent dans ma ville avec des potes. Parfois, devant affronter de nombreux défis dans ma vie, je faisais de longs trajets en voiture la nuit pour apaiser mon esprit. La plupart des gens pensent que la musique ou la marijuana peuvent vous aider à vous calmer, mais j'ai découvert rapidement que conduire seul était très relaxant. Avoir ce temps seul pour soi-même, pour se vider l'esprit, était meilleur que n'importe quel genre de musique ou de drogue. Petite précision hors contexte. Mon père est un gros buveur, il venait parfois à la maison pour se disputer avec ma mère ou moi. Cela se terminait souvent par ma frustration et mes sorties en voiture tard dans la nuit pour me calmer. Inutile de dire que ma famille est extrêmement dysfonctionnelle à bien des égards. Une nuit, je venais de rentrer du travail et j'ai trouvé mes parents se disputant comme toujours. Ayant besoin d'air et voulant m'éloigner, j'ai sauté dans ma voiture et je conduisais autour de la ville pour me vider l'esprit. Je vis dans une petite ville du Massachusetts, réputée comme l'une des villes les plus sûres des États-Unis. C'était une nuit calme et je conduisais dans la rue, admirant la vie elle-même, quand j'ai vu quelque chose au milieu de la route. J'ai arrêté ma voiture et j'ai vu une poussette pour bébé au milieu de la route. Au début, j'ai pensé que cela aurait pu être une poussette cassée que quelqu'un aurait jetée, mais cela me semblait trop anodin. J'ai pensé, mais qui balance une poussette sur la route à 2 heures du matin ? Cela dit, je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à entendre un petit pleur venant de la poussette. À ce stade, j'étais tellement perdu, je ne savais pas quoi faire car je n'avais jamais été dans une situation comme celle-ci. Notons que c'était le début de l'automne, donc il faisait assez froid la nuit. Je me suis dirigé calmement vers la poussette et c'est à ce moment-là que les pleurs s'arrêtèrent immédiatement. J'ai retiré lentement la couverture et j'ai vu que ce n'était pas un bébé mais une poupée. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai vu ce à quoi je faisais face. Alors que mon esprit commençait à s'imaginer des scénarios macabres, j'ai regardé à ma gauche et j'ai vu une silhouette noire qui sortait la tête de derrière un arbre. Avec la faible lumière de ma voiture, j'ai pu voir vaguement son visage. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatigué ou effrayé, mais son visage me semblait être déformé. Sans hésitation, je suis remonté dans ma voiture et j'ai simplement contourné la poussette sur la route pour rentrer chez moi. J'étais parti depuis environ 1 heure et en rentrant, mes parents dormaient tous les 2. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit car mon esprit ne pouvait toujours pas comprendre ce que j'avais vu. J'ai pensé à en parler à la police, mais je savais que quiconque était là-bas aurait disparu si la police était venue. L'histoire se déroule il y a environ 1 an. Je voyageais tout seul lors d'un road trip pour rendre visite à ma famille. C'était un trajet vraiment long et il allait prendre probablement 2 jours complets. Pendant le premier jour, j'ai réservé un hôtel un peu après le milieu de mon trajet. Je voulais faire un peu plus de route le premier jour si possible. Les choses ont bien commencé et je ne me suis arrêté que quelques fois pour mettre de l'essence, pour manger et pour aller aux toilettes. Je m'arrêtais souvent dans des endroits qui étaient les plus rapides, généralement des aires de repos et des stations-service juste à côté de l'autoroute. Je m'étais réveillé tôt le matin, alors j'étais éveillé depuis un moment, mais si j'avais assez de caféine, cela me permettait de tenir un maximum.
Cependant, c'était jusqu'à l'après-midi ou début de la soirée, car j'étais dans des bouchons et il y avait beaucoup de circulation. Je crois qu'il y avait des travaux routiers, ou alors c'était un pic de circulation de la journée. En tout cas, j'ai dû ralentir pendant quelques heures. Je me suis retrouvé un peu en retard par rapport à l'horaire que je m'étais fixé, mais l'hôtel était déjà réservé, donc je pouvais y arriver. Enfin, vers 19h, les choses ont commencé à se dégager et les routes étaient beaucoup plus calmes. J'étais encore à près de 5 heures de l'hôtel. J'ai fait une pause pour l'essence, puis je suis retourné directement sur la route pour gagner du temps. Vers 22h, je roulais toujours. Il me restait 1h30 et je ne savais pas du tout où j'étais. Les routes étaient très calmes et j'étais l'une des seules voitures à conduire. La région dans laquelle je me trouvais semblait être presque au milieu de nulle part. J'étais aussi très fatigué et je devais aller aux toilettes. J'ai décidé que je devais m'arrêter et essayer de prendre une boisson énergisante ou quelque chose du genre. Ma voiture avait assez d'essence, donc je n'allais pas faire le plein. J'ai cherché une aire facile d'accès sur le côté de la route où je pourrais m'arrêter. Il ne semblait pas y avoir grand-chose. Cependant, enfin, j'ai vu un panneau indiquant une aire de repos juste devant. J'ai quitté la route et j'étais content de pouvoir espérer récupérer un peu d'énergie pour terminer le trajet. Cependant, en approchant, l'aire de repos était un peu décevante. Elle était très petite, juste un petit bâtiment. Il y avait quelques places de parking le long de la route qui passait devant, puis c'était de nouveau l'autoroute. L'endroit était très faiblement éclairé et il n'y avait personne d'autre que moi. J'ai garé ma voiture, puis je suis sorti et j'ai étiré mes jambes. J'avais conduit pendant un assez long moment sans pause. Ensuite, je suis entré dans le petit bâtiment de l'aire de repos. Autour de lui, il y avait une petite zone herbeuse avec une table de pique-nique et ce qui semblait être un bois derrière. J'étais déjà passé par une aire de repos similaire plus tôt dans la journée. Une fois à l'intérieur, j'ai utilisé les toilettes, puis je suis parti. Il n'y avait rien à l'intérieur du bâtiment, juste des toilettes pour hommes et femmes et un petit hall pour quelques brochures. Il n'y avait pas de distributeur automatique, ce que j'espérais trouver pour obtenir une boisson énergisante ou quelque chose du genre. Dans certaines aires de repos, les distributeurs automatiques sont à l'extérieur sur le côté du bâtiment plutôt qu'à l'intérieur. J'ai décidé de faire le tour et de voir s'il y en avait un. J'ai contourné un côté. Et c'était incroyable à quel point c'était plus sombre et plus calme là-bas. J'entendais des grillons chanter au loin. Le sol descendait légèrement lorsque je contournais le bâtiment, mais il n'y avait pas de distributeur automatique. Je suis complètement passé derrière le bâtiment et je marchais vers l'autre côté. C'est là que j'ai eu une sensation étrange, sans raison apparente. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour, dans les bois, dans la nuit, puis j'ai entendu un bruit. On aurait dit que quelque chose bougeait à l'intérieur des bois qui se trouvaient à environ 15 mètres. Je pensais qu'un animal pouvait être là et j'ai vu une branche d'arbre bouger un peu. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était parce que j'étais curieux, mais une partie de moi voulait partir et courir vers la voiture pour s'en aller. Néanmoins, je suis resté là à regarder pour voir ce que c'était. À mesure que mes yeux s'adaptaient davantage à l'obscurité, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Il semblait y avoir un homme accroupi derrière l'un des arbres, me regardant. Je ne pouvais vraiment rien distinguer de lui, mais il semblait avoir une barbe. Après l'avoir observé pendant quelques secondes, il s'est soudainement levé. Il n'y avait pas d'autre voiture à l'aire de repos, alors je ne savais pas ce qu'il faisait là. Après s'être levé, l'homme a fait quelques pas vers moi. J'avais vraiment un mauvais pressentiment et le gars a commencé à sprinter dans ma direction. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru aussi vite que possible vers ma voiture. J'ai contourné le bâtiment et je suis arrivé dans la zone de stationnement. En courant, je pouvais entendre l'homme me rattraper par derrière. J'ai réussi à atteindre ma voiture et à me jeter à l'intérieur avant de claquer et de verrouiller la porte. En me débattant pour démarrer le moteur et partir, l'homme a rejoint ma voiture. Il a commencé à marteler à la fenêtre et j'ai reculé pour m'éloigner après qu'il ait frappé ma fenêtre plusieurs fois. Je suis retourné sur l'autoroute et j'étais vraiment content de m'éloigner de lui. J'ai décidé d'appeler la police pour leur raconter ce qui s'était passé. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre s'arrête là et doive le rencontrer. Quant à moi, j'ai pu m'arrêter un peu plus loin sur la route et m'acheter une boisson énergisante. J'étais au milieu de nulle part, mais je suis arrivé à mon hôtel juste après minuit.
La chose la plus effrayante qui me soit arrivée s'est déroulée le soir d'Halloween en 1999. Je me souviens que ça tombait un samedi cette année-là parce que j'étais un barman de 22 ans à l'époque. Et chaque fois qu'Halloween tombait un week-end comme celui-là, on savait qu'on allait passer une nuit de folie. À l'époque, je vivais à Morgantown, en Virginie occidentale, et Halloween était toujours un grand événement pour les étudiants, surtout les seniors qui avaient l'âge d'acheter de l'alcool. Et nous organisions des concours de costumes et élaborions des cocktails sur le thème de l'épouvante. Nous diffusions des films d'horreur sur les téléviseurs des bars, c'était un grand événement. Mais comme Halloween tombait un samedi cette année-là, la foule locale allait se mélanger à la foule universitaire avec les étudiants. Donc la soirée allait être plutôt animée, l'une des plus grandes fêtes d'Halloween que le bar n'ait jamais vues. Naturellement, j'étais très enthousiaste à l'idée de vivre cette soirée. Imaginez donc ma déception lorsque, le jour même, mon patron m'appelle pour me demander une faveur. Mon patron et son associé possédaient différents bars et restaurants, et l'un d'eux se trouvait à Fairmont, à environ 15 miles au sud de Morgantown. Il s'était retrouvé à court de personnel ce samedi 31 octobre, et mon patron m'a demandé de m'y rendre pour travailler le soir en tant que barman. J'aurais pu dire non et lui demander de voir avec quelqu'un d'autre, mais je savais que lui accorder une telle faveur me mettrait dans une très bonne position quand il s'agirait de demander des congés de Noël, alors j'ai dit oui. J'ai choisi la chemise et le pantalon les plus élégants que j'ai pu trouver, étant donné que l'endroit était bien plus huppé que le bar où je travaillais. Et je me suis rendu au travail vers 15h30 pour installer leur bar. Je me suis dit que ce ne serait pas si mal parce que l'endroit fermait vers 23h et que le personnel de cuisine m'a dit que tout le monde partait généralement vers 23h40. Je me suis dit que je pouvais rentrer chez moi en voiture puis marcher jusqu'au bar pour profiter des dernières heures d'Halloween en personne lambda. Mon service est allongé plus que prévu, mais lorsqu'il s'est enfin terminé, j'ai sauté dans ma voiture et je suis parti pour Morgantown. Ce que j'aurais dû faire, c'est reprendre la route 79, comme je l'avais déjà fait dans le passé, mais cette fois j'étais à Fairmont. Prendre la route 79 aurait signifié revenir sur mes pas. Donc j'ai pensé qu'il serait plus rapide de prendre la route 19, puis de repartir par une route différente. Cela ne veut probablement rien dire pour les gens qui ne connaissent pas la région, alors disons simplement que j'ai pris un raccourci. Mais ce choix s'est avéré être une grosse erreur. Les routes étaient beaucoup plus sinueuses et beaucoup moins bien éclairées, alors à chaque fois que je faisais attention à la route et que j'essayais de maintenir ma conduite, je ne me sentais pas trop en sécurité. J'ai fait environ 80 à 90% du chemin jusqu'à Morgantown en conduisant toujours prudemment. J'étais super concentré en faisant attention à la route, en me disant que c'était dangereux, quand soudain, une voiture est apparue dans mes phares. Elle était sur le bas-côté de la route, sur une parcelle d'herbe. Elle ne bougeait pas et la porte du passager était ouverte. Un homme s'approche de la portière du passager, me jette un bref regard alors que je passe devant lui, un regard qui me fait penser qu'il a peut-être besoin d'aide. J'aurais pu continuer à conduire, prétendre que je n'avais rien vu et rentrer à Morgantown, mais une partie de moi savait que j'allais me sentir comme une vraie lâche le lendemain en laissant quelqu'un de bloqué sur le bord de la route et ne pensant qu'à moi. Alors j'ai ralenti, j'ai fait demi-tour et je suis revenu pour voir si le gars avait vraiment besoin d'aide. Je ne vais pas vous mentir, il m'est venu à l'esprit que faire demi-tour aurait pu être une mauvaise idée. C'était Halloween après tout, la nuit la plus effrayante de l'année. Mais je me suis dit que si je m'arrêtais et que le gars ressemblait à un meurtrier à la hache, je pourrais juste faire marche arrière et partir à toute vitesse avant qu'il ne transforme ma peau en masque ou en truc du genre. Je savais que la personne portait une sorte de chemise blanche à manches courtes, alors je l'ai cherché du regard quand je me suis approché pour le voir grâce à mes phares. Mais quand je me suis arrêté, il n'était plus là. Par contre, il y avait quelqu'un sur le siège passager de la voiture. J'ai gardé une certaine distance, j'ai ouvert la portière de ma voiture et je me suis penché vers l'extérieur. Je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. Elle a continué à regarder au loin comme si elle ne pouvait pas m'entendre. Elle avait l'air d'aller bien, alors je suis sorti de ma voiture pour aller vers elle. Mais à chaque pas que je faisais vers la voiture, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas avec la femme que je regardais. Il y avait un truc dans ce regard vitreux à moitié éveillé, et avant même d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'elle n'était peut-être même pas consciente. J'ai réalisé que si j'avais garé ma voiture dans un autre angle, je l'aurais vue bien avant de m'approcher d'elle. Mais il m'a fallu attendre jusqu'à ce que je sois à proximité de la voiture, où je pouvais presque la toucher, pour réaliser qu'elle était morte. Quelqu'un l'avait poignardée, encore et encore dans l'estomac, puis dans les cuisses. Son t-shirt était d'une couleur sombre qui ne le montrait pas, mais son jean était complètement trempé de sang.
Je n'arrivais pas à croire ce que je regardais pendant une seconde. Je veux dire, il y avait tellement de sang qui s'écoulait du siège et sur le sol de la voiture. Je ne sais pas si c'est là qu'elle avait été tuée ou si quelqu'un l'avait posée sur le siège comme ça, mais je me souviens qu'elle avait l'air incroyablement paisible. Non pas paisible comme si elle était heureuse, mais paisible comme si elle avait choisi d'abandonner à un moment donné. Je me souviens d'avoir été figé pendant ce qui m'a semblé être quelques bonnes secondes, mais c'est peut-être parce que mon esprit était gonflé d'adrénaline qui donnait l'impression que c'était plus long que ça ne l'était, parce que c'est sûr que je me tenais là depuis trop longtemps. Alors une autre pensée m'est venue à l'esprit. Où était l'homme que j'avais vu, celui avec la chemise blanche? Je me souviens encore de la façon dont cette question m'a fait froid dans le dos. Je ne dis pas cela seulement pour dire à quel point j'étais effrayé. Oui, j'étais apeuré, mais je pouvais vraiment le sentir. C'était comme si je pouvais vraiment sentir la terreur qui me traversait. Et quand je me suis retourné vers ma voiture, j'ai prié pour ne pas le voir près de la voiture, qu'il ne se tienne pas là, à bloquer la route avant que je m'échappe. Je ne pouvais pas le voir, mais vous devez vous rappeler que j'ai laissé ma voiture en marche avec les feux allumés, et vous pensez bien que je regardais les taches sombres autour des phares en pensant qu'il pouvait être juste là, et que je ne pouvais pas le voir. Le simple fait de regarder par-dessus mon épaule m'a fait me sentir incroyablement vulnérable et faible. Alors je suis donc retourné vers la voiture, mais là j'ai vu quelque chose qui m'a fait sursauter. Il y avait une ligne d'arbres à seulement 10-15 mètres de la voiture, et même avec ma vision nocturne ruinée par l'éblouissement des phares, j'ai vu quelque chose de pâle se déplacer entre les troncs d'arbres. C'était l'homme à la chemise blanche, c'était sûr, il m'observait dans l'obscurité. Je ne suis toujours pas certaine à 100% que c'était vraiment lui, mais je ne suis pas resté dans les parages pour découvrir si mes pires soupçons étaient fondés ou pour vérifier s'il avait poignardé cette pauvre fille. On ne pouvait pas savoir ce qu'il m'aurait fait pour éliminer un témoin potentiel. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai mis mon plan d'évasion en action. J'ai ressenti un profond soulagement quand j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. Et inutile de dire que je ne suis pas sorti dehors ce soir-là. Je suis rentré à mon appartement en voiture. J'ai appelé la police et je suis resté au téléphone en attendant qu'ils arrivent. Puis, je leur ai raconté ce que j'avais vu, quel type de voiture je pensais que c'était, à quoi ressemblait la femme, le tronçon de route exact sur lequel je me trouvais à ce moment-là. Et une fois qu'ils avaient fini de prendre des notes, ils les ont transmises à leurs supérieurs. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, le but était d'obtenir une autre voiture de patrouille pour sortir de la ville afin de trouver l'endroit dont je parlais. Mais comme c'était le week-end d'Halloween, le département n'avait personne à disposition. Alors ils m'ont demandé si je pouvais faire un tour avec eux pour leur montrer l'endroit exact où je trouvais la voiture. Si j'avais fait du hors-piste, il y avait des chances que ma voiture laissait des traces de pneus. Et s'ils avaient vraiment affaire à un meurtrier, les types de pneus utilisés sur la voiture pouvaient faire la différence entre une condamnation et un acquittement, et c'est pourquoi ils avaient besoin de mon aide. Ils ne cherchaient pas tant la voiture, ils pensaient qu'elle s'était déjà enfuie de la scène de crime, mais ils avaient besoin de l'endroit exact où elle se trouvait, où elle avait pu être arrêtée pour pouvoir éventuellement prendre une empreinte de pneu. Une fois que cela m'a été expliqué, j'ai eu aucun problème à donner de mon temps si mon témoignage allait faire la différence dans cette histoire. Attraper un homme ou laisser un tueur en liberté, le choix était évident. Donc j'ai suivi les policiers jusqu'à leur voiture. J'ai grimpé sur le siège arrière de leur cruiser. Ils avaient raison de dire que la voiture ne serait plus là. Mais j'ai réussi à revenir sur mes pas, pour ainsi dire, jusqu'à ce que je retrouve le coin d'herbe et d'arbres où se trouvait la voiture. Nous avons attendu là un moment jusqu'à ce qu'une autre unité se présente pour sécuriser la zone. Puis j'ai fini par être ramené à mon appartement. Mais si c'était bien après que tous les bars soient fermés. Et laissez-moi vous dire que je n'avais jamais eu autant besoin d'un verre de toute ma vie. Heureusement, mes collègues et mon patron étaient encore au bar où je travaillais et traînaient après l'heure de fermeture et profitaient de quelques verres ensemble. Je me suis arrêté, ils m'ont laissé entrer et je leur ai dit que j'avais une super histoire d'Halloween effrayante à leur raconter. Cette nuit-là, j'ai eu droit à quelques bières gratuites qui ont fait un excellent travail pour me détacher de l'histoire, mais retourner à mon appartement toute seule était une autre histoire. Je n'ai pas fait de cauchemar sur le fait de retrouver cette femme, mais j'y ai pensé pendant longtemps. Par la suite, les policiers ne m'ont appelé qu'une seule fois pour confirmer quelques détails sur la voiture et le type que j'avais vu. Mais après cela, je n'ai plus rien entendu à ce sujet, à part quelques articles dans les journaux locaux. J'y pense encore aujourd'hui, surtout vers le mois d'octobre et novembre chaque année.
Je me demande toujours si les policiers ont attrapé le gars, s'il a vraiment tué la fille ou s'il a juste essayé de l'emmener à l'hôpital après que quelqu'un d'autre l'ait attaqué. Parfois, je pense que je vois vraiment un fantôme à chaque Halloween, mais pas dans le sens où les gens l'entendent. Je ne suis pas hanté par un esprit translucide qui flotte dans les couloirs sombres. Je suis plutôt hanté par le regard de cette femme, celui qui donne l'impression qu'elle avait arrêté de s'accrocher à la vie, celui qui donnait un air paisible, comme si la mort ne lui faisait plus peur. Quand j'avais 11 ans, je faisais la chasse aux bonbons le soir d'Halloween avec 2 de mes amis que j'appellerais Tom et Jerry. C'était vers la fin de la nuit et la plupart des chasseurs de bonbons étaient déjà rentrés chez eux et nous avons décidé de visiter une dernière maison avant de rentrer chez nous. La maison où nous nous sommes arrêtés semblait abandonnée depuis des années, mais il y avait une jack-o'-lanterne allumée sur les marches de l'entrée. Alors, tout en sachant que nous faisions erreur, nous avons décidé de continuer. Il y avait un tas de griffures sur la porte d'entrée, mais avant que l'on puisse toquer à la porte, nous avons entendu un grand cri venant de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas un cri déformé provenant d'une décoration, on aurait dit un véritable cri de terreur. La porte s'est alors lentement ouverte en grinçant, et une main décharnée est sortie de l'obscurité et s'est tendue vers nous. Nous avons alors entendu ce qui ressemblait à un rire de sorcière. Mes amis et moi nous sommes enfuis de la maison en entendant des pas nous courir après et une voix hantée qui appelait « Prenez vos bonbons, mes enfants !» Nous avons couru jusqu'à la maison de Tom et ne savions pas si nous étions toujours suivis. Jerry et moi avons alors décidé de rester la nuit parce que nous ne voulions pas prendre le risque de sortir de nouveau. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin et j'ai entendu ce même rire. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu quelque chose sur la fenêtre de la chambre. J'ai réveillé Tom pour qu'il regarde aussi. Tom dit alors « On dirait un œuf ». Pensant que quelqu'un était en train de jeter des œufs sur sa maison, nous sommes tous les deux descendus et nous avons immédiatement remarqué que l'une des fenêtres donnant sur la rue était cassée. Les parents de Tom n'étaient pas à la maison à ce moment-là. Jerry s'est alors précipité dans les escaliers. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu quelqu'un rire dehors !» De l'extérieur, nous avons entendu quelqu'un dire « Vous avez oublié vos bonbons, mes enfants !» Nous nous sommes rués vers la fenêtre la plus proche et nous avons vu une femme à l'allure dérangée s'emparer d'une citrouille sur le porche de Tom et la jeter sur la porte. La femme s'est mise à crier comme une malade mentale en courant vers la porte d'entrée et en commençant à frapper et à donner des coups de pied. Nous nous sommes enfuis par la porte arrière et nous nous sommes dirigés vers ma maison qui ne se trouvait qu'à un pâté de là. Nous avons réveillé mon père et lui avons raconté ce qui se passait. Il a appelé la police. La police est arrivée peu de temps après, mais elle n'a pas trouvé la folle. Le lendemain de tout cela, le 1er novembre, Tom m'a appelé. « Hé mec, cette folle a laissé des bonbons sur le porche arrière. Il y avait une note qui disait que je devais les manger. Mes parents m'ont emmené au poste de police et ils ont trouvé des tas de punaises dans tous les bonbons. J'ai aussi entendu les flics parler à mes parents et j'ai entendu quelque chose à propos d'avoir retrouvé des cadavres dans la vieille maison où nous sommes allés hier soir. » Le soir d'Halloween de l'année suivante, nous avons vu cette même maison en train d'être démolie. Apparemment, dans le sous-sol, ils ont trouvé un tas de couteaux, de cordes et de cassettes. Cette folle n'a été retrouvée que 2 ans plus tard. Apparemment, elle vivait dans les bois derrière la maison. À tous ceux qui écoutent, s'il vous plaît, soyez prudents pour cet Halloween et vérifiez toujours vos bonbons. Cela s'est passé il y a quelques années le soir d'Halloween. J'ai 28 ans et la plupart des gens de mon groupe d'amis se retrouvent pour une soirée d'Halloween le week-end d'Halloween. Cette année, Halloween a eu lieu un soir de la semaine, donc notre fête s'est déroulée plus tard, ce qui signifie que je n'avais rien prévu pour le soir d'Halloween. Je vis dans une petite maison et j'avais juste prévu de traîner et de distribuer des bonbons aux enfants toute la nuit. Vers environ 17h, les premiers enfants sont arrivés. Je dirais que mon quartier est plutôt moyen. Il n'y a pas un nombre fou de personnes. Cela a été plutôt régulier tout au long de la nuit. Tandis que le temps passait, le soleil a commencé à baisser et à se coucher environ vers 6 heures. C'est à ce moment-là, lorsque j'étais dans mon salon, que j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. C'était un coup fort et puissant. La plupart des gens sonnent, alors j'ai vraiment trouvé cela un peu surprenant. J'ai mis un peu de temps à me lever. Au moment où je suis allé ouvrir, il n'y avait plus personne.
Je me suis senti mal parce que je me suis dit qu'un enfant avait dû rater des bonbons de ma part alors que j'avais l'intention d'aller ouvrir un peu plus rapidement. J'ai regardé autour de moi pour voir si je voyais quelqu'un qui marchait dans la rue, mais je n'ai vu personne. Après cela, je suis retourné à l'intérieur. Quelques autres enfants sont venus sonner au cours de l'heure qui a suivi. Une fois de plus, on a frappé fort à la porte. J'ai été beaucoup plus rapide cette fois pour ouvrir, mais de nouveau, il n'y avait personne. Je commençais à penser qu'on me faisait une mauvaise farce ou quelque chose du genre. Plus tard dans la nuit, ça s'est produit de nouveau. C'était la seule fois où l'on frappait à la porte. Tous les autres se contentent de sonner, donc je savais que lorsque j'entendais frapper, la personne serait partie avant que je ne réponde. Les derniers visiteurs sont passés vers 20h45 environ. À partir de 21h, tout est devenu très calme, alors j'ai éteint les lumières pour signaler que je n'accueillais plus de visiteurs. Il était environ 21h30 lorsque j'ai entendu frapper encore une fois. J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai ouverte aussi vite que j'ai pu, mais il n'y avait toujours personne. J'étais assez agacé par cette situation. Qui pouvait n'avoir que ça à faire de frapper à ma porte à plusieurs reprises en l'espace de 3 ou 4 heures juste pour s'enfuir avant que je ne puisse répondre? Je suis sorti de chez moi et j'ai fait quelques pas dans mon jardin en regardant tout autour de moi. Je n'ai vu personne, j'ai appelé en demandant qui était là, mais bien sûr, pas de réponse. J'ai commencé à me rediriger vers ma maison. En arrivant devant ma porte d'entrée, j'ai soudain entendu un bruit dans les buissons en face de ma maison et à ma droite. J'ai regardé juste au bon moment et j'ai pu voir quelqu'un émerger du buisson et se diriger droit vers moi. Cette personne était un homme adulte que je n'avais jamais vu. Il y avait peut-être 3 mètres entre lui et la porte d'entrée. Par réaction machinale, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Lorsque j'ai atteint la porte, je l'ai ouverte d'un coup sec et je suis entré. J'ai fermé la porte juste derrière moi et elle s'est refermée sur le bras de l'homme qui essayait d'entrer après moi. C'était juste ma porte moustiquaire, donc cela ne lui a pas fait trop mal, mais c'était suffisant pour qu'il retire son bras de la porte et retourne à l'extérieur. Ce qui m'a donné le temps de claquer la grande porte et de la verrouiller avant qu'il n'ouvre la porte de la moustiquaire et essaye de rentrer dans ma maison. J'ai crié que j'appelais la police et ai sorti mon téléphone de ma poche pour le faire. À ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'homme s'enfuir à travers mon jardin, puis dans la rue. Mais j'ai quand même appelé la police. Quand ils sont arrivés, je leur ai tout raconté. Heureusement, cela a suffi à éloigner cet homme, car je ne l'ai jamais revu. Cette histoire s'est déroulée il y a de nombreuses années. J'étais un gamin, je pense que j'avais 11 ans. Je me souviens que pour Halloween, chaque année, je faisais la chasse aux bonbons avec des amis. Cette année, j'avais prévu avec mon ami Tyler de passer la nuit avec lui, puis de venir traîner chez moi. Ma maison est assez grande. On avait un sous-sol cool avec une grande télé pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des films. On a appelé notre ami Alex de l'école plus tôt dans la journée. Il avait prévu de venir ce soir-là, mais il devait aller faire Halloween avec sa sœur, alors il n'est pas venu avec nous pour la chasse aux bonbons. Le soir venu, Tyler et moi sommes allés dans tout notre quartier et au-delà dans les quartiers environnants. Nous sommes restés dehors jusqu'à 21h environ et nous avons reçu des tonnes de bonbons. Puis nous sommes rentrés à pied chez moi, à la maison où se trouvaient mes parents. Tyler et moi sommes descendus au sous-sol et avons joué à des jeux vidéo en attendant l'arrivée d'Alex. C'était avant l'époque où tous les enfants avaient un téléphone portable, donc nous ne savions pas exactement quand il serait là. Nous avons laissé la porte arrière du sous-sol déverrouillée pour qu'il puisse venir dès qu'il arrive, même si mes parents regardaient un film à l'étage. Et nous étions au sous-sol depuis environ 20 minutes lorsque nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir et se fermer. C'était à l'angle de la pièce où nous nous trouvions et nous avons supposé que c'était Alex qui arrivait. Je l'ai appelé de là où nous étions et je lui ai dit de nous rejoindre, mais je n'ai pas entendu Alex me répondre. Je me suis levé et je suis allé dans le couloir près de la porte de derrière. Il n'y avait personne. C'était bizarre parce que j'étais tellement sûr d'avoir entendu la porte s'ouvrir que je suis retourné pour demander à Tyler s'il avait entendu la porte lui aussi. Il m'a dit que oui, il avait entendu exactement la même chose que moi. Alors j'ai regardé tout autour du sous-sol une fois de plus, mais il n'y avait personne. C'était peut-être qu'Alex avait ouvert la porte mais qu'il avait décidé d'aller à l'avant ou quelque chose comme ça, qui sait. Au final, je suis retourné jouer à des jeux vidéo avec Tyler. 5 minutes plus tard, j'ai cru entendre quelqu'un marcher dans le couloir, puis j'ai entendu une autre porte s'ouvrir et se refermer. Où nous étions complètement hors de vue de la porte arrière du couloir où se trouvent des chambres d'amis.
On aurait dit que la porte d'une des chambres avait claqué. Je me suis levé et je me suis approché, ce qui m'a permis de voir que l'une des portes était fermée. Je ne me souvenais pas exactement si elle avait été ouverte ou fermée auparavant, mais j'étais presque sûr qu'elle était ouverte. J'étais un peu effrayé et je suis retourné en parler à Tyler. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir et se refermer à nouveau, puis j'ai entendu la voix d'Alex. Je suis sorti et je l'ai vu debout devant l'embrasure de la porte. Quand il a vu mon visage, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que nous soyons tous les trois dans le salon et nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de trouver mes parents et de leur raconter tout ce qui s'était passé, mais avant que je ne le fasse, nous avons entendu de nouveau la porte arrière s'ouvrir et se refermer. Je suis sorti et j'ai vu la porte de la chambre qui était fermée était maintenant grande ouverte. J'ai couru jusqu'à la porte de derrière et je l'ai verrouillée rapidement, puis j'ai couru à l'étage et retrouvé mes parents. Mon père est descendu, il a regardé autour de lui et est sorti après avoir fait cela. Il est revenu et il a dit qu'il ne voyait rien d'anormal. Je n'ai jamais vu qui était dans la maison cette nuit-là. Mais ça me donne la chair de poule à chaque fois que j'y pense. Help the That's right. wounded. We help. You heard him. Go. We go. We help. Steve! Hello, Zaz. How are you doing? I remember when you gave me a banana, and then you vomited. You vomited on in front of me, and then you gave me a banana. Wouldn't they, Steve, be hitting their cart? We go. Yeah, it was in Sea of Thieves. Eagle. I strike Hold you on, down. so we need to defend the things that are under siege. Okay, so we just kill these guys. Steve has a way too long. I don't know if I like these guys that are passive. Ooh! Oh, I can also summon succubus. Can I? Hold on. Holy frick. No, no. So I can either summon those demon dogs or the succubus. I honestly found the demon dogs cuter. No mercy. Whew. No blowing. Here we go. Yeah. Wait, is your wife a succubus? It's not good. Next. What an unusual creature, such bunnies. Maybe like a ship, but even smaller. Excuse me? You're saying Boo's like a sheep? He doesn't baa. Steve! Guys, where's my health? I don't know if I like the changes that I did to my skills. I feel somehow squishier. Do you guys think we're gonna get more demons? Bigger demons? Oh, it's because my summoning ritual. Yeah! No! Steve! Okay, Steve got us. While Steve is around, everything's good. Vamos. A lot more. But like, I want big demons, you know? I want to have like 5 Steves. Is that too greedy? Keep formation. Bob is okay, but he doesn't matter as much. Did I do the Soulstone side quest? No, I didn't do any side quests. Is it important to do the Soulstone side quest? Oh, I didn't do any of the class side quests. I assumed that would make us a lot stronger. Yeah? Okay. How do I get that side quest? Ooh. Hold on.
No, I didn't. I found the Setcham. Steve! I love how we can be dying, but then Steve comes up and the dying just stops. Never mind. Still dying. Steve! I feel like I'm taking more damage than I was before. That came from the south. A second wave. Oh boy. I think we'll need to finish this quest, right? Before we do that. Statue is calling to the drow. Something inside it. Seaborn Goddess. Holy fuck. How am I losing so much health so... El Druid, guide my hand. Can you see the succubus? Yes. The next time that we're not being attacked by demons, I can show you guys the succubus. They're basically ladies sucking a bus. Oh boy. Oh boy. Steve! Guys, there's so many demons, I don't know which ones are mine and which ones are evil. No drown sent that creature here. It was But- filled with Mephisto's hatred. We must put a stop to Hello, this. hello, Let's find Lavender. the captains. Welcome. Hello. Oracle, get back to your post. Hold on, we slayed everybody. Okay, so... You say this should be in my map, though? No. I think I'll change this guys again. And I think... I'm using this claw stuff. I was using this bombardments, guys, before. I think I like the bombardment guys more. I don't remember how we had it. There we go. We try this. We go. We go. Okay. Mappa?